Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour ce nouvel épisode autour de l'actualité WNBA, actualité chargée avec la fin de la saison régulière et surtout le début des playoffs qui démarrent ce week-end. Et on va pouvoir faire la petite preview de toutes ces belles séries qui nous attendent du premier tour avec notre local. Il est sur place, il est aux États-Unis pour suivre tout ça. C'est Elliot. Salut Elliot. Salut Chris, ça fait plaisir de se retrouver pour cette petite preview des playoffs WNBA, une saison 2025 riche en rebondissements pour pas mal de franchises, et c'est enfin l'heure de savoir, l'heure du dénouement, quoi. Ben oui, c'est ça, dans une saison plus longue de 44 matchs avec cette franchise des Valkyries qui est arrivée cette année et qu'on va retrouver dans les playoffs, on va en parler tout à l'heure. On va faire la preview de chacune des séries, mais on va vous donner quelques petites infos parce que peut-être que vous avez débarqué cette année dans la WNBA et le format est un petit peu différent pour les playoffs. On va en parler, mais juste avant, on vous rappelle, vous avez le site internet de The Playoff pour retrouver toute l'actualité autour du basket, mais pas que, et tous les podcasts des copains, que ce soit la NFL, la NHL, la MLB et la NBA, WNBA aussi. On essaie de vous proposer du contenu régulièrement, même si pendant cet été, c'était un petit peu compliqué, vous avez dû vous en rendre compte, mais les plannings des uns et des autres étaient un petit peu chargés. On va essayer de retrouver tout ça, de retrouver un rythme un petit peu plus régulier avec cette rentrée et surtout déjà ces playoffs WNBA, la reprise en NBA qui va pas tarder non plus d'ici un tout petit peu plus d'un mois. Mais bon, on va s'atteler à cette WNBA. On va pas revenir nécessairement sur la fin de la saison régulière parce que ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est les playoffs WNBA. Mais du coup, Elliot, on va remettre un petit peu de contexte autour de ça. En rappelant par exemple tout ce qui va être autour des formats sur les différents tours, parce que les adeptes du basket connaissent le format NBA, mais chez les filles, c'est un peu différent. Effectivement, on avait déjà, l'année dernière, le format du premier tour était en 2 matchs pour l'équipe à domicile et une belle éventuellement pour l'équipe avec le moins bon bilan. Cette année, on reste sur un format en 2 matchs gagnants, mais on passe en 1-1-1, c'est-à-dire un match sur l'équipe qui a le meilleur bilan, puis le deuxième. Et donc, c'est la première fois qu'il y a enfin un match pour une équipe qui a un moins bon bilan, un match assuré à domicile pour, par exemple, là, dans ce cas, les 4 équipes qui sont qualifiées entre la 5e et la 8e place, elles disputeront de façon sûre un match à domicile. Yes. Alors, on rappelle également que les bilans, du coup, alors par exemple pour la NBA, vous savez, c'est classé conférence Est, conférence Ouest. Là, pour la WNBA, c'est les 8 meilleurs bilans, quelle que soit la conférence, on va dire. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc, on a ce premier tour-là en 1-1-1. On a un deuxième tour, donc les demi-finales, il y a moins de tours aussi que chez les hommes. Des demi-finales donc, qui ont lieu en 5 matchs, hein, c'est ça, Elliot? C'est ça, effectivement. Meilleur, On passe de meilleur des 3 5 matchs. Voilà, on passe du meilleur des 3 matchs au meilleur des 5 matchs en demi-finale avec un format classique, entre guillemets, 2-2-1. Avec une belle chez l'équipe qui a le meilleur bilan, un match 5 qui s'annoncerait décisif. C'est ça. Et évidemment, donc vous avez 3, en gros, vous avez le premier tour, les demi-finales et ensuite la finale WNBA des équipes. Et donc, cette année, on est sur un format 7 matchs. Donc là, c'est un format qu'on connaît un petit peu plus pour le public masculin NBA avec donc le format classique 2-2-1-1-1. Effectivement, et c'est donc la première fois que la WNBA disputera une série de playoffs en 7 matchs. Et c'est vrai que, par exemple, on s'est dit que sur le New York-Minnesota, la finale de l'an passé, on aurait bien aimé avoir 7 matchs de cette série-là. Et bah, cette fois-ci, la finale nous offrira donc une série au meilleur des 7 matchs. C'est ça, c'est clair que tu as raison de rappeler de la finale de l'année dernière entre New York, donc champion en titre, on le rappelle, et cette équipe de Minnesota qui, cette année, termine avec le meilleur bilan de la saison régulière. Donc New York-Minnesota, c'était la finale de l'année dernière. On en avait longuement parlé déjà l'an passé avec toi, avec Tom, quand on faisait les petits récaps des finales. On s'était aussi régalé sur ces finales. C'était notre première finale à nous, la première finale qu'on couvrait, on va dire, pour le média The Playoff, The Free Agent précédemment. Et on avait vraiment pris plaisir dans ces finales qui étaient haletantes. Et donc, c'est vrai qu'on espère cette année avoir des finales
Alors, quelle que soit l'affiche, évidemment, qui soit tout aussi excitante. Et donc là, du coup, on aura l'occasion d'avoir encore plus de matchs. En termes de date, on va terminer là-dessus, si tu veux bien, Elliot, et après, on pourra commencer à embrayer sur les previews. Le premier tour, donc ça démarre ce week-end. On vous donnera les horaires en fin de podcast. Donc, c'est du 14 au 19 septembre. Alors, à chaque fois, on vous donne les dates. Si vraiment il y a tous les matchs, ça terminera peut-être plus tôt si on n'est pas au meilleur des 3, des 5 ou des 7, évidemment. Donc, premier tour du 14 au 19 septembre, donc ça va aller très vite. Les demi-finales du 21 au 30 septembre au plus tard, et les finales démarreront le 3 octobre et se termineront au plus tard le 17 octobre, donc quelques jours avant la reprise de la NBA. C'est bon pour les dates, on est raccord? Tout à fait, exactement. Bon, et ben c'est nickel. Vous avez tous les éléments, les dates, tout ça, le fonctionnement, les formats de playoff. On va pouvoir s'atteler à ces previews si tu veux. Et je vais te laisser la main. Tiens, je te laisse choisir un petit peu la série que tu veux aborder en premier. De toute façon, on abordera les 4 séries dans tous les cas, mais je te laisse la main sur la première. Et on va commencer par la première dans l'ordre chronologique, on va dire. Celle qui commence dimanche à 19h. La série entre le seed 1 et le seed 8, Minnesota Lynx contre Golden State Valkyries. Yes. Je te laisse enclencher et on réagit ensemble. Et Minnesota, le meilleur bilan de cette saison régulière, la meilleure équipe, le meilleur collectif. Honnêtement, Minnesota fait office de favori en arrivant sur ces playoffs. 34 victoires, 10 défaites pour le bilan de la saison régulière. Bien sûr, un collectif centré autour de Nafisa Collier. Mais même quand Collier a été blessé en août, l'équipe a conservé un bilan positif avec 5 victoires et 2 défaites. Nafisa Collier qui a des moyennes de 23 points, 7 rebonds et 1,6 contre par match, qui est candidate pour le titre de MVP. Je dis candidate, mais voilà. On sait pour qui tu voterais si tu avais un bulletin de vote. En face, les Valkyries, qui donc sont la première franchise d'expansion de WNBA à rallier les playoffs dès leur première saison, qui font une saison magnifique, honnêtement, un vrai coup de cœur pour cette équipe qui donc évolue dans la baie de Golden State et qui a eu tous ses matchs à domicile sold out, donc avec à chaque fois le Chase Center plein, et qui faisait un boucan magnifique, vraiment une ambiance hyper cool pour cette première saison des Valkyries. Au niveau du terrain, leur force, c'est la défense, 4e meilleure de la ligue, qui limite leurs adversaires à seulement 76 points par match. Mais le problème aussi, c'est que l'adresse de l'autre côté n'est pas forcément au rendez-vous. Et elles ont le pire pourcentage de la ligue, 41%. Donc ça s'annonce assez déséquilibré. Il y a eu 4 confrontations entre les deux équipes cette année, avec un bilan de 4-0 pour Minnesota et un peu moins de 12 points d'écart en moyenne. Série, de toute façon, on sait que les séries 1-8 sont souvent assez compliquées pour le seed 8. Là, les Valkyries ont d'ailleurs perdu leur dernier match contre Minnesota. C'est ça qui les a fait passer du 6e seed au 8e seed, et qui donc un peu, entre guillemets, condamne leur parcours en playoff. Ouais, oui. Après, j'ai envie de te dire déjà, comme tu l'as très bien expliqué, quand tu as fait le focus sur cette équipe de Golden State, année 1, première année en playoff, première fois que ça arrive dans l'histoire de la WNBA. Donc, est-ce que déjà elles n'ont pas réussi, même dépasser les attentes qu'on pouvait avoir autour de cette première année? Alors après, évidemment, l'idée, c'est pas de se prendre des branlées en premier tour contre Minnesota, même si on pourrait le comprendre, autour de Nafisa Collier. Alors, candidate MVP, oui, parce que c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu moins, nous, là, présents sur les podcasts pour les dernières semaines de saison régulière, mais quand on en avait parlé en début de saison avec toi et avec Tom, c'est vrai que les performances de Nafisa Collier étaient exceptionnelles et on ne voyait qu'elle pour le titre. Il n'y avait pas le côté candidat, il y avait presque un côté, elle avait phagocyté déjà le titre de MVP. Il y a eu son absence au mois d'août. Alors, elle est revenue avec tout le talent qu'on connaît, mais il y a aussi d'autres joueuses, on en parlera dans les différentes previews, qui ont aussi repris un petit peu un peu les spotlights et le devant de la scène. Et donc, du coup, il y a, alors,
est-ce qu'il y a une course? Oui, il y a une course. Alors après, Il y a une comment ça va course. jouer ça? On n'a pas les secrets des votes, évidemment, mais il y a une petite différence entre la première partie de la saison et la dernière partie, en tout cas pour ce titre-là. Après, pour revenir sur cette équipe de Minnesota, tu t'en as très bien parlé. Moi, je vais juste rajouter 2-3 petits éléments pour aller vite. C'est une équipe qui est quasi invincible à domicile là, sur la saison régulière. Je regardais un petit peu les tableaux tout à l'heure. On est à 20 victoires et 2 défaites à domicile. Alors, Ouais, c'est c'est vrai que dingue. quand vous avez un bilan de 34-10, ça aide évidemment, bien entendu, mais seulement 2 défaites à domicile sur la saison. Donc, sur la campagne entière des playoffs, parce qu'on va envisager quand même que cette équipe du Lynx passe le premier tour, ça peut être assez compliqué d'aller les chatouiller malgré les différents formats qu'on vous a abordés en début de podcast. Voilà, c'est une équipe qui a des hauts rankings partout, hein, sur les stats principales, au point, au rebond, à l'assist, au bloc, aux interceptions, donc des deux côtés du terrain. Ça, c'est un Bien sûr. élément qui est intéressant à prendre en compte. Et juste autour de Meilleure Nafisa Collier, attaque et meilleure défense de la ligue. c'est ça. Donc bon, déjà tu pars avec quand même de sérieux avantages. Ouais, Et juste autour de Nafisa Collier pour finir sur elle, donc avec les stats que tu as données, elle termine aussi en 50, 40, 90. Vous savez que dans le tout monde à du fait. basket, c'est une statistique qui compte, en tout cas. Donc c'est la deuxième joueuse dans l'histoire de la WNBA à atteindre ce tel ratio. Donc c'est à noter Après évidemment. Elena Delle Donne qui avait été élue MVP sur la saison où elle avait fait. Yes, carrément. Donc, on espère, en tout cas, moi j'espère pour elle que ça lui portera chance à Nafisa Collier, mais en tout cas, l'objectif, au-delà de l'objectif individuel, c'est le collectif, évidemment, et c'est de passer de ce premier tour. Du côté des Valkyries, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de Françaises. On en a parlé régulièrement. Toi, Elliot, tu as eu l'occasion d'en voir aussi, d'en croiser, de discuter avec certaines. On a, Mhm. euh, alors, on a des Françaises dans plein d'équipes WNBA, ça c'est un vrai kiff cette année, mais on en a 3 du côté des Valkyries qui vont découvrir aussi les playoffs et qui vont se frotter à cette équipe du Lynx au premier tour. Donc Il y a 2 ça, c'est rookies en plutôt. plus, Yes, Janelle Salin et Carla Leight, qui découvrent la WNBA et qui vont faire les playoffs dès leur première année, aux côtés d'Ilana Rupert qui, elle, est déjà championne WNBA avec les Aces, mais qui a eu un rôle bien inférieur à celui qu'elle a cette saison. Donc on peut Mhm. dire qu'elle les découvre en tant que titulaire et pièce, principale de l'équipe. Donc ça va être, très cool pour elle, bien sûr, comme expérience et pour nous à suivre évidemment. Carrément. Euh, on va pas rester 20 minutes non plus sur cette série-là, on va pouvoir enchaîner. On est d'accord tous les deux, on voit Minnesota passer sur ce premier tour sans grand suspense, on va dire. Oui, un 2-0, bien 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 sec. Je pense qu'on est d'accord, Mais on qui ne retournera. n'enlèvera rien à la saison exceptionnelle des Valkyries, qui avaient vraiment, aucune pression de résultat et qui se sont qualifiés pour les playoffs avec, Nathalie Nakasse qui va sûrement, hériter du titre de coach de l'année. Mais Mhm. franchement, un super projet, une super équipe. C'est vraiment kiffant à voir surtout, pour nous Européens, puisqu'il y a des Françaises et des Européennes dans cette franchise et même si Minnesota est bien plus fort, ça n'enlève rien à la qualité de la saison régulière des Valkyries. C'est clair. Je pense que c'est surtout ça qu'il faudra garder de cette année 1 du projet Valkyries. Cette accession déjà au playoff dès la première année, dès l'année inaugurale du projet. On enchaîne si tu veux avec le deuxième match-up. Tiens, je vais prendre un petit peu la main si tu veux. On va continuer à dérouler. Tiens, avec qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre alors du coup, je vais prendre dans l'inverse de toi. Tu as pris le premier match. Je vais prendre le dernier match qui aura lieu ce week-end, le Las Vegas Aces contre le Seattle Storm. La match-up 2 contre 7, on va continuer dans ces match-up, on va dire un petit peu déséquilibrés, même si là, il y a de quoi discuter un petit peu quand même. Alors, les Aces, une fin de saison. Alors, il y a une autre équipe qui a fini en boulet de canon, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, les Aces, ça termine vraiment une très grosse fin de saison. On rappelle, début août, elles avaient un bilan à l'équilibre, 14 victoires, 14 défaites. Elles terminent la saison en 30 victoires, 14 défaites. Je vous laisse faire les calculs pour les plus matheux, ça fait 16 victoires consécutives pour la deuxième partie de la saison, donc c'est vraiment quelque chose qui est énorme. On parlait des candidates MVP, on parlait de Nafisa Collier il y a quelques instants, on a une certaine Edgy Wilson là, qui squatte aussi le haut de la photo depuis quelques années et qui là revient dans le débat. Elle a toujours été là et elle est toujours aussi performante pour le titre de MVP, pour le titre aussi du côté de la défense, du côté du DPOY, elle a des choses à dire.
Ce qui est intéressant du côté des Aces, et même dans cette match-up, en creusant un petit peu, en regardant les effectifs, il n'y a pas besoin d'aller très loin, ça va être l'impact de Jewel Lloyd, qui est pour sa première saison, alors je savais que tu l'avais bien noté de ton côté aussi, c'est sa première saison du côté du Nevada là, pour la joueuse. Elle avait passé, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont peut-être pas au courant, elle avait passé 10 ans, je crois que c'est 10 ans, du côté de Seattle. Ça s'était pas super bien terminé. Et donc, du coup, là, il y a un côté un petit peu revanche. Alors, elle aura peut-être un petit goût salé dans la bouche de vouloir mettre la misère, je sais pas, mais en tout cas de vouloir se venger de son ancienne équipe. Joel Lloyd qui sort du banc pour la première fois de sa carrière et ça lui va plutôt bien dans cette équipe des Aces. Du côté de Seattle, après je te laisserai la main aussi, Elliot, pour que tu puisses compléter évidemment. Du côté de Seattle, on parlait des Françaises, on en a là aussi, évidemment du côté du Storm, des joueuses qu'on a pu suivre cette saison, qui nous ont fait des belles performances. Gabby Williams évidemment, Dominique Malonga, alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En tout cas, ce qui était intéressant avec la rookie Dominique Malonga, c'est que elle a su saisir les opportunités quand on lui a donné la possibilité d'en avoir. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est intéressant. Donc quel impact elle aura aussi durant ce premier tour de playoff, on pourra en parler, on verra ça évidemment. Mais on a une belle équipe du Storm autour de deux joueuses intéressantes, Skylar Diggins et Onyeka Ogwumike aussi, qui réalisent de très belles performances, qui réalisent de très belles saisons. Et on a une belle équipe de Seattle, alors qui termine 7e, mais qui a quand même montré de belles choses dans cette saison régulière. Et face à une équipe de Las Vegas qui a fini 2e, de mon point de vue, après je vais te laisser la main Elliot, je trouve que le déséquilibre, tout à l'heure on parlait du 1-8 qui était clair, bon là le 2-7 on commence déjà à avoir quand même un petit rapproché entre les deux équipes, même si voilà, on peut quand même laisser un avantage aux joueuses autour d'Edgy Wilson et de Las Vegas. Ouais, pour revenir sur Joel Lloyd, j'invite nos auditeurs à aller sur le compte Twitter du Seattle Storm et de regarder l'affiche qu'ils ont fait pour la confrontation, où on a donc Joel Lloyd et Skylar Diggins qui se regardent et avec des animations vertes et rouges. Donc voilà, on sent qu'il y a plus qu'une Électrique. série. Voilà, exactement. Il y a un peu d'électricité dans l'air, tu l'as dit, avec Joel Lloyd qui était transparente, titulaire, qui ensuite s'est replacée en sortie de banc. Après une longue discussion avec Becky Hammon, elles ont décidé de la placer en sortie de banc et ça va beaucoup mieux. Tu l'as dit, ouais, 16 victoires de suite là pour finir la saison. C'est la deuxième meilleure série de l'histoire de la WNBA. Mon problème pour le Storm, c'est la création sur les lignes arrières. Le Storm a une bonne défense, ça on le sait. On a Izzy McGregor, on a Gabby Williams, qui sont des joueuses assez intéressantes en défense. On a Brittany Sykes qui est arrivée, qui apporte pas mal de défense sur les postes extérieurs. Mais il y a un manque de création et un manque d'efficacité aussi au tir. Notamment, c'est ça, le duo Brittany Sykes, Erica Wheeler, par exemple, affiche des pourcentages souvent assez douteux. Et la petite stat qui fait mal, Seattle a perdu 9 rencontres par 5 points ou moins. Et quand on sait que sur des matchs de playoff, ça peut se jouer à pas grand-chose, on a cette tendance un peu de choke, entre guillemets, du côté de Seattle, qui ferait donc que Las Vegas part avec un avantage au-delà de l'équipe de Las Vegas qui a retrouvé sa forme d'antan, entre guillemets, avec ce trio Chelsea Gray, Jackie Young et A'ja Wilson qui est là depuis bien longtemps, qui a déjà gagné 2 titres WNBA, un back-to-back, et qui peut-être essaye d'aller chercher un dernier titre pour peut-être clore la dynastie, entre guillemets. Donc ça, c'est... Moi, je crois beaucoup au AC sur ces playoffs. Ok, ah oui, d'accord. Donc au-delà d'un premier tour, donc évidemment, et même plus loin. Ok, bon. Bah, c'est bien, c'est Voilà, intéressant. l'auteur du changement. Bon, donc on est d'accord que alors on est d'accord, je sais pas, mais en tout cas de ton côté, qualification, donc du côté de Las Vegas, Ouais. 2-0, 2-1, comment tu vois ça? Je sais pas, j'aurais tendance à dire 2-1, puisque 2-0, pardon.
2-0. Premier match remporté à Las Vegas par les Aces et deuxième match aussi, puisque Seattle a un bilan seulement de 10-12 à la maison. Donc Seattle à la maison n'est pas vraiment n'est pas vraiment meilleur que à l'extérieur, parce que c'est même l'inverse. Elles sont en 13-9 à l'extérieur et en 10-12 à domicile. Et les Aces qui sont en 17-5 à domicile. Donc pour moi, c'est Aces match 1, match 2. Au revoir. Ok. T'as le ratio à l'extérieur de Las Vegas, je ne l'ai pas devant les yeux, comme je te vois 13-9. regarder un écran, je me dis. Ok. Moi, quand même, je vais donner victoire à Seattle, quand même, j'ai bien aimé ce qu'ils ont proposé. Dans la saison, je trouverais cool d'aller. Alors bon, aller faire l'upset, ça me paraît complicado quand même. Mais aller prendre un match, pourquoi pas. C'est le genre de format, comme tu l'as dit, là, avec ce 1-1-1 qui peut permettre à quand même à une équipe Tout à fait. de sauver les meubles, je sais pas, mais en tout cas de pouvoir offrir une victoire à son public en playoff. C'est toujours un élément qui est important pour terminer une saison, même si tu sais qu'après tu vas te casser les dents au troisième match chez l'équipe favorite. Mais ouais, allez, moi je donne un petit 2-1 tiens, sur cette série-là. Avantage pour Vegas quand même dans ce premier tour. Nickel. On enchaîne. On enchaîne sur la prochaine série. La série qui... Bon, allez, je la prends parce qu'elle me concerne tout particulièrement. Atlanta Dream contre Indiana Fever 3-6. Donc, on continue dans l'ordre. La particularité avec ces deux équipes, c'est qu'elles se sont affrontées 4 fois cette saison, mais elles ne se sont plus jouées depuis le 11 juin. Donc ça, c'est assez surprenant. Elles se sont jouées 4 fois sur le premier mois de saison régulière et ensuite plus du tout. Notamment, ça change beaucoup puisque Indiana n'a plus du tout le même effectif que ce fameux match le 11 juin où il y avait encore Clark, McDonald, Colson et Cunningham qui sont les 4 out pour la saison du côté d'Indiana. Donc, c'est pas du tout les mêmes matchs qu'on a eu qu'on a pu suivre sur le début de saison, où donc les équipes étaient en 2 victoires de chaque côté. Atlanta signe une très belle saison régulière, 30 victoires. Elles ont doublé leur nombre de victoires de la saison passée. Carl Smesco est arrivé au coaching et donc ils ont changé pas mal de choses, notamment l'attaque. Passant de 77 points à 84 points. Elles ont aussi la meilleure évaluation défensive de la ligue. Donc ça, c'est intéressant. Atlanta qui finit donc 3e, mais techniquement à égalité avec Las Vegas qui est 2e en 30 victoires et 14 défaites, avec un joli bilan à domicile de 16-6. Et aussi une bonne fin de saison, puisqu'elles sont sur 6 victoires pour terminer cette saison régulière. De l'autre côté, Indiana, saison rocambolesque, perte de Caitlin Clark qui n'a joué que 13 matchs cette saison. Le Fever s'appuie évidemment sur Kelsey Mitchell, deuxième meilleure scoreuse de la ligue, à 20 points, et Aliyah Boston, qui pourrait prétendre à une WNBA team, la première ou la deuxième. Ça va être un match-up assez intéressant. J'ai donc posé la question déjà à Stephanie White après la rencontre face à Minnesota, de savoir quels étaient les ajustements possibles. Indiana a fini sa saison mardi soir, comparé à d'autres équipes qui ont joué jeudi soir. Donc elles ont eu le temps jeudi de travailler sur leur équipe et pouvoir ajouter quelques plays au playbook justement, qui avait dû être un peu remanié avec toutes les absences et toutes les blessures, surtout des blessures sur des joueuses qui portaient le ballon et qui étaient à l'origine de la création du jeu, et donc des ajustements nécessaires à faire. Indiana qui donc aura un match à domicile mardi prochain, qui pourra offrir à son public un match à domicile et qui s'annonce bouillant, je pense. Oui, on sait que l'ambiance, toi, tu y as été, tu étais sorti, tu as vécu, oui, c'est ça. Donc, tu le sais encore plus que nous qui suivons ça depuis notre poste de télé, mais on sait que l'ambiance dans la salle à Indiana, même chez les mecs, ou chez les... c'est la même salle, de toute façon, c'est une folle ambiance, c'est une terre de basket, l'Indiana, on ne vous l'apprend pas pour vous qui nous écoutez dans ce podcast-là. Tu as été assez clair, Elliot, sur tous les éléments. Moi, ce que je peux rajouter, alors,
du côté d'Atlanta, j'irai rapidement sur Indiana pour conclure derrière, mais 15 victoires sur les 18 derniers matchs. Donc c'est une des meilleures dynamiques. On parlait de la dynamique tout à l'heure de Las Vegas, c'est peut-être la deuxième meilleure dynamique de cette fin de saison régulière pour cette équipe d'Atlanta. C'est la meilleure équipe depuis le retour du break là, du All-Star Game sur la deuxième partie de push avant les playoffs. Tu parlais des ratios, meilleure note défensive, WNBA. Une vraie progression, tu en parlais aussi du point de vue de l'attaque, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du côté du terrain, tu apportes des choses, elles sont dans le top 5, donc pas mal de lignes statistiques majeures, un point, passe, rebond sur les blocs, peu de pertes de balles, aussi c'est une des équipes qui perd le moins de ballons, donc ça c'est toujours intéressant à prendre en compte. Un collectif qui est vraiment intéressant, alors de mon point de vue, c'est pas l'équipe la plus funky ou la plus sexy à regarder, mais ça reste une équipe quand même, qui termine troisième avec un très gros bilan, 30 victoires, 14 défaites à égalité avec les Aces de Las Vegas. Donc c'est du sérieux. En face du côté d'Indiana, et moi c'est ça qui m'embête un peu, c'est que tu en parlais en introduction, au-delà du cas Clark qui est absente, il y a beaucoup de joueuses qui sont absentes du côté d'Indiana. Alors, elles ont quand même pu montrer des belles choses. Bon, elles terminent avec le sixième seed de la saison régulière. Kelsey Mitchell, Aliyah Boston. Moi, Aliyah Boston, c'est une joueuse, quand on a commencé à suivre la WNBA l'année dernière, c'est une joueuse sur laquelle moi j'ai flashé assez instantanément, qui est vraiment très impressionnante dans son style de jeu. Et elle continue à être, et c'est une jeune joueuse, hein, donc ça continue à être intéressant, à montrer des belles choses. Mais en fait, au bout d'un moment, quand ta joueuse star qui est absente et après, au fur et à mesure, d'autres joueuses qui vont remplir l'infirmerie, j'ai peur que ce soit un petit peu limite contre une belle équipe donc d'Atlanta, comme on disait, qui est sur une dynamique incroyable, un gros collectif et qui semble ne pas avoir de défaut majeur. Clairement. Donc voilà, moi je te donne mon prono, je pense que ça va aller vite, malgré la belle ambiance qu'on aura du côté d'Indiana, je pense quand même qu'Atlanta, ça va pas les inquiéter outre mesure, et après on n'est jamais à l'abri d'un gros match de play-off, d'une joueuse majeure, ou tout ça, c'est aussi la magie des play-offs, et c'est pour ça qu'on aime ce sport, mais sur la logique, moi je vois Atlanta prendre les deux matchs et conclure ça tranquillement. Moi, je vais forcément donner un 2-1 Atlanta, parce que j'ai envie d'avoir une interview de Stephanie White qui est plutôt contente que pas contente après la victoire mardi prochain. Donc, je pense qu'Indiana va passer facilement, entre guillemets, mais j'espère que Indiana pourra accrocher un match, celui de mardi soir au Gamerit Fieldhouse, ça serait cool. Ah oui, donc tu donnes Atlanta vainqueur de la série, mais tu donnes quand même un match à Indiana. Ouais, c'est ça, parce qu'on soit raccord. Ok. Oui, bon, en même temps, je savais très bien que tu n'allais pas donner 2-0 Atlanta. Donc, je me suis dit, moi, je vais le donner, ce pronostic-là. Il n'allait pas avoir le culot, quand même, de donner Indiana vainqueur de la série. Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'un upset, hein, mais bon. Non, ça bien paraît sûr. très étonnant, vu la dynamique, en tout cas, des deux équipes. On conclut, tiens, si tu veux, Elliot, notre preview, nos previews de ce premier tour avec une série, alors la série 4-5, on sait qu'historiquement c'est la série où il y a le plus d'upsets, que ce soit, alors chez les filles je sais pas, j'ai pas la stat, mais en tout cas chez les mecs, chez les hommes en NBA, évidemment c'est la série qui propose le plus souvent des upsets. Le Phoenix Mercury, 4e de la saison régulière, qui affronte le New York Liberty, champion en titre, 5e de la saison régulière. Les deux équipes ont le même bilan, 27 victoires, 17 défaites. Donc si vous voulez une match-up serrée, je pense que là, on n'est pas trop mal avec ces deux équipes-là. On va commencer par New York. Tiens, si tu veux champion en titre, Tom n'est pas avec nous, sinon il nous aurait fait 10 minutes de positivisme exacerbé autour de cette équipe du Liberty, mais alors il y a des choses intéressantes évidemment, mais il y a quand même aussi un vrai manque de constance cette saison du côté de New York. On a toujours, alors sur le papier, c'est vrai que quand on regarde, on pourrait parler d'une, alors j'aime pas ce terme-là, d'une super team, mais parce que sur le papier, t'as des éléments individuels qui sont extrêmement forts. Sabrina Ionescu, une des meilleures shooteuses élites de
de la WNBA, peut-être même du basket en général. On a 2 anciennes MVP, on a une triple MVP de l'Euroleague avec Emma Messman qui arrive en cours de route. On a notre Française, Marine Johannes, qui va être présente aussi dans cette série-là et qui aura très certainement des coups à jouer et des minutes à prendre. Espérons. Ouais, espérons, je pense quand même. Parce Bon, que après, il faudra. Elle a eu 2 minutes sur l'avant-dernier match et 4 minutes, je crois, sur le dernier match. Parce que bon, après, il y a eu le retour des joueuses. Enfin, Sandy Brandello a préféré aligner des joueuses de grande taille. Donc voilà, j'espère que Marine aura du temps de jeu. Yes, on espère en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à redire sur cette équipe de New York. Bah, on le voit, une équipe qui est championne en titre, qui termine 5e, qui est avec un bilan honorable, on va dire. C'est qu'il y a quand même des éléments à dire. Et en face, on a une équipe de Phoenix qui est quand même vraiment intéressante, avec une vraie identité de jeu portée sur la défense. On a aussi des joueuses offensifs qui font le boulot autour d'Alyssa Thomas, qui réalise une saison incroyable. Elle aussi, elle va pouvoir rentrer, et elle est déjà rentrée dans la discussion autour du trophée individuel de MVP avec AJ Wilson et avec Nafisa Collier. Alyssa Thomas, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir des matchs, des highlights, on vous invite vraiment fortement à aller voir ça. Même ça peut être intéressant d'aller mater ça avant le début des playoffs. Je pense que vous pouvez très vite tomber amoureux de ce genre de joueuse-là, qui est vraiment complète en fait dans son jeu et qui peut tout changer. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Cooper aussi qui propose de très belles choses. Sabali qui est là aussi. Alors, le petit bémol moi, que je voulais juste apporter en termes de chiffres sur cette équipe de Phoenix, après je te laisse la main, Elliot, si tu veux. Je regardais un petit peu ce qui se disait sur les médias américains. Et Phoenix, dans son bilan en fait cette année, a beaucoup amassé de victoires contre des petites équipes. On va pas leur porter. C'est ça. Voilà. Phoenix a souffert contre les gros. C'est ça. Contre les seeds 1, 2 et 3 en saison régulière, le bilan il n'est pas ouf. Il est à 2 victoires, 9 défaites. Alors après, à chaque fois, il y a des circonstances évidemment, mais on prend le chiffre tel qu'il est. Là, le Liberty est 5e, donc ne rentre pas dans cette stat-là, mais comme on parlait d'une équipe avec beaucoup de stars, et on sait qu'en playoff, les stars, ça aime se montrer, attention à ne pas avoir un faux 5e avec cette équipe du Liberty, et du coup, Phoenix retourne dans le travers d'avoir du mal contre une grosse équipe. Voilà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Je vois que tu l'avais noté, vu ton acquiescement, Elliot, à ce chiffre-là, et je te laisse la main sur la suite de cette série, mais vraie série qui peut proposer des matchs très indécis, de mon point de vue en tout cas. Ouais, et puis je sais pas, Phoenix-New York, c'est toujours un match intéressant. Il y a eu 4 matchs cette saison, 3 victoires pour Phoenix, mais on le sait, côté New York, il n'y a jamais vraiment eu le groupe au complet. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être un des problèmes là pour Sandy Brandello, c'est qu'elle va devoir jouer avec son groupe, là, cette fois-ci, avec toutes les joueuses en capacité de jouer. Et donc, ça répartit des minutes différemment. Il y a des line-up à choisir, à faire des compromis ou pas, jouer grand, jouer petit. Donc, ça va être un vrai travail de coaching pour elle, qui est souvent décrit comme une coach qui est plutôt une coach axée sur le management, près des joueurs, etc. Là, elle va avoir un travail tactique à faire en profondeur. Ouais, tu le dis, le Liberty finit difficilement, 5-5 sur les 10 derniers matchs. Mais c'est, comme tu l'as dit aussi, un faux 5e, entre guillemets. Les champions en titre ne sont pas vraiment... ils réalisent mauvaise saison régulière, mais peuvent, sur des matchs de play-off, ce fameux bouton play-off, certains y croient, d'autres non. Mais il y a cette capacité des joueuses, notamment Sabrina Ionescu, à être clutch, à prendre les choses en main quand il faut. On l'a vu sur les playoffs l'année dernière. De l'autre côté, Phoenix, qui fait une très belle saison, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Phoenix, autour de Nate Tibbetts, qui avait déjà instauré l'année dernière son jeu axé sur le tir à 3 points. Là, on a 7 joueuses qui rentrent au moins un tir à 3 points par match. C'est intéressant. Et aussi, on a un côté physique avec seulement Monica Kwamakani qui est petite sur le 5 majeur. Et sinon, que des grandes joueuses.
avec, bon, tu l'as dit, Kalia Cooper sur le poste 2, qui est en vrai une poste 2-3, qui fait 1m85 et qui est associé à Sabali, Thomas et Mac sur le poste 5. Donc c'est une line-up grande, justement, qui va sûrement amener Sandy Brondello à choisir des joueuses grandes dans son effectif pour matcher ça. Et d'ailleurs, je donne aussi la stat, le facteur X pour moi, Jonquel Jones, à chaque fois qu'elle fait un double-double, New York gagne, playoff et saison régulière confondue. Je crois que c'est 33-0 la stat. Donc, Ok. si vous regardez un match et qu'à la mi-temps, Jonquel Jones est déjà en double-double, vous pouvez aller dormir. New York remportera le match. Bon, en tout cas, on le note et on n'oubliera pas de te le rappeler quand Jonquel Jones sera Voilà. en Il 21-13 suffit que je et le dise que pour New York aura perdu. que... Il suffit que je le dise pour que ça s'applique plus, mais je donne la stat. J'aime trop les stats comme ça. Non, non, mais tu as raison. Après, on sait très bien, le basket, c'est un sport de stats. Et les stats, on fait dire ce qu'on veut. On leur fait dire ce qu'on Bien veut. Bon, sûr. même si là, on peut pas aller dans beaucoup de sens différents avec l'élément que tu nous as donné. Tu es d'accord avec moi, Elliot, que ça C'est reste, ouvert. ça reste la match-up la plus ouverte de ce premier tour? Oui, je pense. Ça va, enfin, franchement, c'est assez compliqué de dessiner vraiment un pronostic. Je pense que le plus simple, entre guillemets, serait de donner New York 2-1, Mhm. avec donc cette upset, entre guillemets, par rapport au seed, mais qui serait pas vraiment un upset au vu des statuts de chaque équipe. Moi, je donnerais 2-1 New York, Ok. Tiens, mais dans la douleur. je te repose la même question que tout à l'heure. Si tu as ton écran devant les yeux, tu as les bilans à domicile extérieur ou pas? Parce que, alors, le bilan de Phoenix en particulier à domicile, parce que bah, techniquement, elles vont jouer 2 matchs à domicile. C'est quand même un élément à C'est prendre en ça. compte. Phoenix à domicile est en 15-7. Donc, ce qui est un bon Ok. bilan, mais New York est en 17-5 à domicile, par exemple. Ok. Et New York à l'extérieur? C'est un peu moins bon, c'est en 10-12, Ouais. alors que Phoenix Bon, est en 12-10. après, en fait, c'est compliqué. Après, je sais pas comment dire, toi, et parier, attention, hein, on s'entend, contre l'équipe championne en titre pour la Bien faire sûr. sauter au premier tour. Toi, on n'est pas, Ouais, si bien on était sûr. aux demi-finales, machin, on se dit, bon, tu joues contre une grosse match-up, ça Bah, tu croise, joues attends, Minnesota au prochain tour, par ouais, voilà, exemple. j'étais en train de regarder le tableau, ça croise Minnesota ou Golden State. Mais bon, on va Bien partir sûr. sur le Lynx. Donc là, tu pourrais commencer à discuter. Mais voir cette équipe de New York sauter au premier tour, alors attention, hein, c'est une très belle équipe de Phoenix, hein, et on a une joueuse calibre MVP dans l'effectif, mais moi, je vais quand même partir sur New York 2-1, tu vois. Alors après, si c'est Phoenix qui l'emporte 2-1, et bah, chapeau au Mercury et bon courage à l'équipe qui les affrontera au deuxième tour. Mais Bien sûr. tu l'as dit, Sabrina Ionescu est toujours capable de faire une dinguerie. Brianna Stewart, Elle c'est est pas la capable dernière, de faire 1 sur 18 au tir et de mettre le dernier tir au bon moment. mais c'est ça. Ouais, Jonquel Jones, Brianna Stewart. Là, du coup, Jones, on verra le temps qu'elle aura. Même voilà, Emma Messman, qui est une joueuse énorme, hein, Bien sûr. voilà, c'est une vraie joueuse de basket avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Donc, moi, je Possiblement vais quand même pas. la meilleure joueuse européenne de l'histoire. Ah oui, bah oui, on parlait tout à l'heure, trois titres de MVP en Euroleague. Après, il y a tout le reste du palmarès, mais on va pas faire un quart d'heure sur elle. Ouais, non, moi je vais partir quand même sur New York parce que je vois pas parier contre les championnes en titre qui, Bien sûr. pour moi, sont un faux cinquième. Après, attention, tout n'a pas été vert dans la saison de New York, mais quand même sauter au premier tour, ça me paraît, ça serait un vrai upset pour le coup pour moi en tout cas. Mais bon, Mhm. donc on est tous les deux Je suis d'accord, d'accord. 2-1 pour New York. Tout à fait. Yes. Bon, en tout cas, donc du coup, alors je veux pas dire de bêtises, mais on n'a pas mis de. On a fait passer les favoris. Ah bah non, du coup, avec New York qui est Là, c'est pas cinquième. vraiment un Bah non, favori, voilà. non. C'est ça, c'est du coup ce fameux 4-5 qui est assez particulier. Mais on voit Minnesota, on voit Las Vegas, on voit Atlanta. Alors pas avec le même score pour Atlanta, Indiana, et on voit donc New York passer pour ce premier tour-là. Euh, Si on se projetait un petit peu, comment tu vois le croisement? Alors, juste pour les gens qui n'ont pas le tableau devant les yeux,
Donc on a Minnesota, Golden State qui va croiser avec Phoenix, New York, et on a Las Vegas, Seattle qui croise avec Atlanta, Indiana. Comme ça, qu'est-ce que tu vois? On va pas faire tout, mais toi en finale, est-ce que tu vois une équipe de Minnesota retourner en finale après l'échec de l'année dernière? Et si oui, contre qui? Contre AJ Wilson et les Aces ou contre le collectif d'Atlanta, par exemple? Comment tu vois un petit peu les choses? Moi, quand j'ai vu le classement final après les matchs d'hier qui ont donc décidé des dernières confrontations, dans ma tête, ça s'est vite dessiné Minnesota-Las Vegas en finale. Je C'est les 2 meilleures équipes sur enfin, pas vraiment, parce que Atlanta a une meilleure dynamique, mais je veux dire, Hum. Las Vegas et Minnesota, finissent 1 et 2, on va dire, et dans la logique des choses, ça serait de les voir en finale. Les Aces, sont sur une dynamique folle, vraiment, folle, et je les vois bien, essayer d'arracher, une finale pour s'offrir une balle de 3e titre en 4 ans. Ouais, ouais. Je suis pas loin de penser la même chose que toi. Je trouve même que le tableau pour Las Vegas est assez ouvert. Mmh. Tu vois? Euh, Seattle, on en a parlé. Je pense pas qu'Indiana passera le cut. Et s'ils passent le cut, je les vois pas, du coup, battre les Aces au deuxième tour. Et après, je pense que les individualités du côté de Vegas peuvent faire la différence en demi-finale contre le Dream, Ça sera sachant pas que je sais. une confrontation facile, mais Non, Dream, évidemment. va avoir ses arguments, mais je vois l'expérience, des Et J. Aces. Wilson. Et Bien J. sûr, Wilson, voilà, elle est dans une équipe et pas dans deux, hein, donc. c'est vrai. Donc ça peut aider. Bon, en tout cas, on verra bien, on n'en est pas encore là. On sait que ça peut toujours nous apporter des surprises, mais voilà, on vous C'est a fait ça la cette beauté petite du preview sport. du premier tour. On va donner les horaires, tiens, si tu veux, Elliot, pour finir. Si tu les as devant les yeux, je suis preneur des matchs qui démarrent dimanche. Alors, vous avez Ouais, une très belle soirée de playoff WNBA, si vous le souhaitez, à des horaires extrêmement convenables en plus, hein. et qui s'enchaînent très, très bien. D'abord, Golden State, Minnesota à 19 h heure française, ensuite Indiana, Atlanta à 21 h, ensuite New York, Phoenix à 23 h, et après, pour les plus courageux, Seattle, Las Vegas à 4 h du matin. C'est ça. Ou aller faire une petite sieste. Ou Voilà, celui-là, si vous ne le regardez pas en live, vous le remettez en petit highlight le lendemain matin, tranquillement au réveil clairement. ou à la pause. Et ça le passe très bien. Mais en tout cas, le Valkyries Lynx de 19 h, moi, celui-là, je serai devant. Il est vraiment intéressant. Alors après, il y a la NFL aussi qui a repris en même temps. Il y a un gros match à 22h25 en NFL. Tiens, le remake du dernier Super Bowl. Alors je sais que tu n'es pas très NFL, mais en tout cas, Je m'y mets un petit peu au fur et à mesure que je les vois passer sur les télés, dans le campus. ah bah oui. Mais en tout cas, gros match de NFL dimanche à 22h25, remake du dernier Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles. Les copains de Tailgate en parleront beaucoup mieux que moi, mais c'est un gros match à pas louper. Mais voilà, vous avez la WNBA en même temps. Il y aura peut-être la finale de l'Eurobasket aussi, ça doit être dimanche, cette histoire-là. J'ai pas les horaires, tiens, je te dis ça au pif, Possiblement, hein. ouais. Non, non, Ça doit être c'est possiblement sûrement ça ça. entre la Turquie et l'Allemagne. Bon, bref, vous avez un beau week-end de sport, de basket en particulier, à Dimanche à suivre 20 avec. h. Et ben voilà. Bon, et ben, du coup, tu vois, à la mi-temps du Golden State Minnesota, vous pouvez aller jeter un final de l'Eurobasket. On est sur les playoffs WNBA, sur la NFL. Bon, bref, vous avez un gros dimanche en perspective devant vous, si vous le voulez. En tout cas, nous, on essaiera de vous proposer du contenu aussi pendant ces playoffs. Toujours pareil, les plannings, les organisations des uns et des autres, c'est pas simple. On s'en excuse encore une fois. On essaye de faire au mieux avec toute l'équipe. En tout cas, on est heureux de vous avoir proposé ce contenu. Merci, Elliot. Merci beaucoup, et puis ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre les réseaux de The Playoff. Je vais mettre, du coup, du contenu, ce week-end, et évidemment pour le match, mardi soir, Atlanta at Indiana, avec, des informations, sur place. Et ben, bon match de playoff à toi, Elliot, sur place, à Merci, domicile. Vive l'ambiance à Indianapolis. Tu vas bien kiffer. Kiffe bien pour nous aussi. tout à fait. Et voilà, on se retrouve très vite pour la suite, évidemment, des aventures en WNBA, en NBA aussi. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir été à l'écoute et à plus tard. Allez, ciao.
Ciao, bye bye.